Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers auditeurs de la web radio www.rdumboa.com, toujours ici au 10e Forum Carte Afrique. Nous sommes actuellement dans le stand de Mastercard où nous allons rencontrer pour vous son directeur général, Monsieur Faisal Diri. Très bien, je vous remercie infiniment pour cette invitation. Alors, Mastercard, c'est une société qui opère dans le secteur des technologies de paiement, d'une manière générale, et non pas juste la carte, mais c'est vraiment la technologie de paiement. C'est un facilitateur et qui intervient à plusieurs niveaux dans l'écosystème des paiements. C'est un réseau de commerçants, c'est un réseau de guichets automatiques de billets, c'est un centre de traitement mondial, et c'est également une société qui apporte des solutions de paiement pour répondre à des problématiques données. Donc, quelle est aujourd'hui la 10e édition, sa particularité, la 10e édition de Carte Afrique? D'abord, on est partenaire de cet événement pour la 8e année consécutive. Et donc, la particularité de cette édition, de cette 10e édition, c'est que pour la première fois, elle va prendre en considération tout l'écosystème des paiements, en incluant à la fois les gouvernements, les banques et institutions financières et les commerçants et entreprises. Aujourd'hui, le challenge qu'on essaye de résoudre ou de répondre, c'est un challenge et en même temps une opportunité, c'est par rapport à l'inclusion financière. 2 milliards d'individus n'ont pas de compte bancaire dans le monde, et si l'on regarde au niveau de l'Afrique, c'est des centaines de millions. La problématique aujourd'hui, ou ce que l'on cherche à développer, c'est comment capitaliser sur le pouvoir de la technologie et de l'innovation pour répondre à ce challenge. Et justement, on parle ici des diverses expériences pour répondre à ces challenges, parce que maintenant, la technologie, elle est disponible et on peut y arriver grâce à la technologie. Donc voilà qu'est-ce qu'on cherche à mettre en avant au niveau de cette 10e édition de Carte Afrique. Voilà, donc comme vous l'avez d'ailleurs souligné, Monsieur Diri, aujourd'hui, vous voulez vraiment, on va dire, bancariser l'Afrique, disons beaucoup plus l'Afrique du côté rural, donc rentrer dans les villages pour bancariser, mais on n'est pas sans ignorer qu'aujourd'hui, parler de Mastercard, c'est de parler de la monnaie virtuelle, et on sait très bien que nous, nos parents, ils préfèrent avoir du cash que d'avoir de la monnaie virtuelle. C'est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués. Quelles sont les stratégies que Mastercard aujourd'hui a mis sur pied pour pouvoir atteindre cette cible et leur sensibiliser par rapport à cette virtualisation? Tout à fait. Donc vous avez touché un point fondamental qui est la culture du cash, qui est une culture qui n'est pas spécialement africaine ou d'Asie du Sud-Est, ou enfin de ces pays dits émergents. Elle est également même en Europe. Vous avez un pays comme l'Allemagne où la culture du cash est très importante, et pourtant la monétique est hyper bien développée, mais pourtant beaucoup de personnes préfèrent payer en cash et en espèces. Donc pour changer ça, c'est difficile, mais à partir du moment où vous arrivez à démontrer à ce grand-père que vous me disiez là, dans la brousse par exemple, vous arrivez à lui démontrer que utiliser une carte de paiement ou un paiement mobile, c'est plus sécurisé pour lui que de payer en cash. Si vous arrivez à le convaincre, il le fera. C'est des hommes intelligents, ces messieurs-là. Et c'est des hommes et des femmes qui ont une certaine logique et un certain rationnel. Si vous lui dites tout simplement, tu perds ton argent, tu l'as perdu définitivement, tu perds ton plastique, tu n'as perdu qu'un bout de plastique. Tu n'as pas perdu ton argent. Ton argent, il est toujours en sécurité dans l'endroit le plus sécurisé au monde quasiment, qui est la banque. Il est plus sécurisé que l'argent qu'il a chez lui, à la maison, sous le coussin. Il peut se le faire voler, même par ses proches. La carte, il peut se la faire voler. Si la personne ne connaît pas le code confidentiel, il ne peut rien faire avec. Donc il faut convaincre, et il y a effectivement de l'éducation à faire. Il y avait ici l'expérience du Kenya, par exemple. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que les Kenyans ont de plus que les Ouest-Africains ou les Central-Africains ou les Nord-Africains? Ces personnes-là, avec des initiatives comme on a entendu là d'Equity Bank ou des initiatives d'opérateurs de téléphonie mobile comme Vodafone, Safari Vodafone, ils ont réussi à développer le paiement électronique, c'est-à-dire que le pêcheur qui va chercher du poisson arrive, vend sa pêche
aux clients qui sont sur la terre ferme en train d'attendre ce poisson et la transaction se fait par paiement mobile. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'éducation et c'est vrai, le changement culturel n'est pas évident, mais c'est important à le faire. Et à partir du moment où vous arrivez à convaincre ça, et autre chose aussi, vous allez convaincre la personne par rapport à son utilité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va gagner si jamais il utilise ces moyens de paiement électroniques. Il va gagner du temps. Par exemple, admettons que cette personne reçoit une pension de retraite. Il reçoit une pension de retraite, très souvent maintenant, quand on reçoit une pension de retraite, qu'on est retraité, on doit aller d'abord dans une administration pour montrer qu'on est encore vivant, avoir un certificat de vie. Après avoir reçu le certificat de vie, on doit aller au trésor public pour recevoir son chèque de pension de retraite. Après avoir reçu son chèque de pension de retraite, on va dans une banque pour avoir la contrepartie en argent contre ce chèque. Il y a cette personne, pour faire ça, il habite dans la brousse, il doit aller prendre un taxi ou doit aller prendre un moyen de locomotion pour aller en ville. Arriver à la ville, il y a toutes ces pertes de temps, etc. Si vous lui dites maintenant, tu restes chez toi, tu ne bouges pas, tu fais juste un coup de téléphone, on reconnaît ta voix, parce que la technologie maintenant biométrique de la voix, la reconnaissance vocale existe. On reconnaît ta voix et tu as ton argent instantané sur ta carte, tu peux aller chez le commerçant de la brousse, payer avec ta carte pour acheter ton huile, ton manioc, etc. Et en même temps, tu peux un peu retirer de l'argent de ce petit commerçant-là. Si vous apportez toute cette utilité dans l'écosystème et vous lui démontrez donc qu'il est gagnant, ben, il va certainement un peu bouger. Mais c'est vrai, c'est pas évident. C'est vrai, c'est pas évident. La culture du cash, sentir l'argent, le paquet, les billets, c'est important. Mais quand on se les fait voler, croyez-moi, ça fait pas rigoler. Alors que le plastique, c'est pas grave, c'est un bout de plastique. Ça aussi, même au niveau du plastique, je pense qu'il y a une éducation à faire. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que s'ils égarent leur plastique, c'est qu'ils ont égaré leur argent. Donc, il y a un travail d'éducation à faire pour faire comprendre que, d'ailleurs, il faut signifier que dans tout ça, c'est le code qui est plus important à garder. À garder top secret. Voilà. D'accord. Donc, je suis avec mon collègue Alain Yapi de Auto Magazine. Je vais lui passer le micro s'il a quelques questions à poser. Déjà, je remercie monsieur le directeur de Mastercard qui nous offre cette tribune là, pour échanger une fois de plus sur les questions d'inclusion financière. Et comme il a dit, ce sont des questions qui touchent réellement le public, qu'il soit kenyan, qu'il soit ivoirien, qu'il soit de la Guinée. C'est tout un monde rural et même tout un écosystème qui a besoin de se faire bancariser pour ne pas se faire voler de l'argent. J'aimerais par exemple vous dire quelque chose concernant l'inclusion financière. Et vous avez parlé d'éducation, de sensibilisation. Et je me demande quelles seront les personnes les mieux placées pour pouvoir sensibiliser ses parents. Je veux parler des enfants. Est-ce que Mastercard a prévu au fait des initiatives en faveur de cette jeunesse-là qui aujourd'hui est plus apte à ces nouvelles technologies, puisque maintenant on parle de multi-device, multi-canal, cette jeunesse-là est plus enclin à laisser le cash pour se tourner vers les solutions de monétique. Est-ce que plutôt Mastercard accompagne cette jeunesse-là dans le cadre de l'inclusion financière? Absolument. Absolument. Donc, effectivement, bien sûr, on appelle souvent cette jeunesse-là les millennials d'ailleurs. Les millennials, ceux qui sont nés qui ont 20 ans dans les années 2000, disons, maintenant. Et ces gens-là sont hyper connectés, vous l'avez dit. Internet, les tablettes, etc. Moi, mon fils, il parle avec son cousin, puisqu'on vit à Casablanca, en Tunisie. Moi, je suis d'origine tunisienne. Il parle avec son cousin sur Skype, comme ça. Il utilise ça d'une manière vraiment très automatisée. Et pour lui, je crois que un timbre-poste, il ne sait pas ce que c'est. Ça fait partie vraiment de la préhistoire. On est maintenant dans l'ère du digital et dans l'ère de l'instantané, de la communication en live, quel que soit où que vous soyez dans le monde, de partager tout ce que vous faites sur le net. Et c'est vrai, la jeunesse, vous l'avez si bien dit, est prête à adopter et à utiliser ces moyens de paiement. Et donc, effectivement, la jeunesse peut être un vecteur d'éducation au niveau des parents. Bien sûr. D'ailleurs, notre expérience, par exemple, au Nigeria, on a lancé la première carte d'identité et de paiement à la fois, 2 en 1, carte d'identité et de paiement, avec la direction nigériane des cartes nationales d'identité. Et la première cible que l'on a fait pour faire le pilote, c'est les jeunes, entre 16 et 24 ans.
et on a émis sur cette cible-là, 13 millions de cartes. Parce qu'au Nigeria, bon, c'est une grande population, absolument. Ouais, près de 200 millions d'habitants. Donc 13 millions de cartes. 13 millions de cartes, c'est une manière de faire un pilote. Et par la suite, on va voir comment s'est adopté ce programme par ces jeunes-là. Et ensuite, on va le généraliser à 120 millions de personnes. Et ça fait le programme d'inclusion financière le plus important en Afrique. Et je crois personnellement que c'est le plus important même dans le monde. Donc oui. On a des programmes comme ça destinés aux jeunes que l'on soutient absolument, voilà. Donc on soutient, c'est vrai, à travers ces programmes-là, mais également, et c'est malheureux un petit peu, la jeunesse est souvent confrontée dans nos pays également au chômage, malgré leurs études. Et donc là, ce que l'on fait également, c'est que l'on soutient plusieurs initiatives pour développer l'entrepreneuriat ou l'esprit d'entrepreneuriat au niveau des jeunes, notamment, par exemple, à travers le secteur de la microfinance. Donc, on va développer des solutions de paiement mobile ou prépayé avec des cartes pour la gestion, l'administration et la distribution des microcrédits destinés aux jeunes entrepreneurs qui ouvrent des micro-entreprises. Et ceci aura bien entendu, on l'espère et on y croit, un impact économique et social clair dans le pays. D'ailleurs, récemment, on a signé avec Enda, Interarabe, c'est une société de microfinance tunisienne, la plus importante en Tunisie, pour justement développer le micro-entrepreneuriat qui est essentiellement développé par les jeunes. J'étais au Cap-Vert il n'y a pas si longtemps. De la même manière, on a fait au Cap-Vert tout un programme avec les gouvernements, et notamment le ministère de la Jeunesse, justement, le ministère de la Jeunesse et des partenaires pour développer comme ça des sociétés, des agents de microfinance En fait, c'est des agents qui vont offrir des services financiers, mais qui ont eu un prêt, un microcrédit pour développer leur agence. Et que le gouvernement garantie par rapport à par rapport à ces jeunes-là. Et donc ça va être un réseau comme ça de à peu près 300 agences comme des banques par des jeunes qui vont offrir des services financiers du type transfert d'argent, paiement des factures, etc. Et puis ensuite, ils vont également commencer à offrir d'autres services, acheter ses timbres ou payer ses impôts, etc. À travers ce réseau d'agences-là, ça leur fait gagner, ils développent l'entrepreneuriat. Donc on travaille sur l'écosystème. L'écosystème, absolument, absolument. Donc voilà. Je vais poser une question directe comme ça, monsieur le directeur général. On sait très bien que dans la vie, rien n'est gratuit. Quel est aujourd'hui le piège? Vous savez, bon, ça c'est bien, vous avez l'esprit méfiant. C'est pour cela que vous posez cette question directe. Et de toute façon, en Afrique, on est très méfiant. Ça fait partie de notre nature. On est comme ça. On les voit venir de loin. Là, il me donne par ici, mais par derrière, il me donne 100 ici, il me prend 200 de l'autre côté. Vous savez, d'abord, on peut gagner de l'argent et faire du bien à l'humanité. Ça déjà, c'est un concept, c'est vrai, qui est difficile à comprendre, mais on peut être dans une situation où tout le monde est gagnant. Quand on regarde aujourd'hui nos sociétés, le fait qu'elles soient basées sur le cash et les espèces, c'est une société déséquilibrée. C'est une société où on a beaucoup de misère, une société où on a beaucoup de corruption. Malheureusement, on a même dans certains pays des activités terroristes, des trafiquants de drogue, etc. Si nos sociétés étaient, entre guillemets, électronifiées, eh bien déjà, toutes ces activités illicites ne pourraient pas être exercées parce que la monnaie électronique, elle laisse des traces. On n'aurait pas des gens... Malheureusement, on a eu des fois des gouvernements également corrompus, etc. Avec une société comme ça, on ne le serait pas. C'est une société... Le fait que l'on aille vers une société sans cash, eh bien, ça fait en sorte que l'Africain, il est inclus financièrement. Le fait qu'il soit inclus financièrement, il va participer plus activement au développement économique de son pays. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le fait qu'il utilise des moyens de paiement électroniques, l'argent reste auprès des banques, le cash. La banque, ayant plus de liquidité, va pouvoir octroyer des crédits à la consommation pour les consommateurs
pour les citoyens et aux entreprises sous forme de prêts également pour le développement de leur activité. Et il y a un impact économique, plus de production, plus de consommation. Également, le gouvernement reçoit un petit peu sa quote-part, qu'il est en droit de recevoir. Parce que le gouvernement est là pour faire des choses aussi. Il y a un peu l'État-providence, où il va développer toute l'infrastructure, les autoroutes, les hôpitaux, les écoles, etc., qui sont nécessaires chez nous également. Si tout était transparent, tout le monde y va gagner. Celui qui ne veut pas payer d'impôts finira par se dire « Ah mais moi finalement, payer un petit peu d'impôts, ça m'arrange parce que la route elle est bien meilleure, je crève moins mes pneus au niveau des autoroutes, les hôpitaux me soignent bien, j'ai pas besoin d'aller à l'étranger pour me faire soigner et dépenser une fortune, etc. » Tout le monde, il y a un cercle vertueux de gains, d'impact positif au niveau de la société, pour tout le monde, et surtout, et d'abord pour le citoyen. Donc Mastercard, Mastercard c'est zéro risque, on a tout à gagner avec Mastercard. Vous savez, enfin pour les croyants, ils vous diront que la perfection elle est divine, n'est-ce pas? Si vous êtes chrétien, c'est Jésus-Christ. Si vous êtes musulman, c'est Allah. Si vous êtes bouddhiste, c'est peut-être Bouddha. Mais la perfection, on cherche tous à aller vers la perfection, mais le risque zéro n'existe pas, mais on peut le minimiser. Maintenant, la technologie, elle est suffisamment importante et solide pour minimiser les risques, à tendre vers zéro. On a des systèmes d'authentification fortes. Je vous ai parlé de la technologie biométrique avec les empreintes digitales, l'iris, la reconnaissance faciale. Vous avez vu nos expériences ici. Et la reconnaissance vocale. Avec tout ça, vous savez, on arrive à minimiser petit à petit les risques. Absolument, absolument. Alors, je vais passer la parole à... Bien sûr, pour emboîter le pas sur l'aspect sécurité, parce que qui dit solution de monétique parle vraiment de garantir la sécurité contre la fraude et bien sûr avec les intrusions. Quels sont les différents tests, quelles sont les différentes mesures que vous mettez, soit au niveau même des banques, puisque vous êtes les grands acquéreurs de cartes, et aussi au niveau du public cible. Quelles sont les mesures que Mastercard a pris contre ces intrusions-là? Très bien. Donc, alors évidemment, le risque, il est à plusieurs niveaux. Il y a des risques systémiques, donc au niveau des systèmes. Il y a des risques également contre le blanchiment d'argent, des personnes qui sont listées, terroristes, etc. Et Mastercard, évidemment, on développe des solutions pour minimiser ces risques-là. Par exemple, des solutions qui se connectent directement chaque fois qu'un client est régulièrement fait des transactions, bien que Mastercard ne connaît pas l'identité des individus. Il y a entre guillemets, la protection des personnes et des données personnelles. Ce que l'on voit, nous, c'est des digits, des chiffres, des numéros, des codes, mais on ne sait pas qui est le nom de la personne derrière. Par contre, évidemment, entre guillemets, le propriétaire du client, celui qui gère la relation avec le client, par exemple la banque, par contre, elle connaît. Et donc d'ailleurs, dans nos exigences au niveau de Mastercard, c'est d'avoir des institutions, et on fait régulièrement des audits, etc., c'est que les institutions régulièrement scannent leurs clientèle avec toutes les bases de données mondiale par rapport notamment à l'OFAC list, la liste OFAC depuis 9/11, c'est-à-dire depuis les attentats du 11 septembre 2001, tout à fait, c'est devenu un récurrent systématique. Les banques doivent, et toutes les banques centrales ont adhéré à ceci, et les banques doivent donc avoir des procédures contre le blanchiment d'argent. Donc il y a des solutions comme ça qui permettent régulièrement, de manière fréquente, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, de revoir toutes leurs bases de données. Mais sinon, au niveau systémique et au niveau des systèmes, alors Mastercard, par exemple, a développé des systèmes d'alerte. Il y a ce qu'on appelle les systèmes d'alerte contre le risque de fraude dynamique et les systèmes d'alerte contre le risque de fraude statique. Alors, au niveau du statique, c'est tout simplement l'institution financière qui va nous donner un certain nombre de paramètres par rapport au comportement dépensier de son client et qu'on va intégrer dans notre système. Et en quelque sorte, et lorsque ces paramètres, l'usage de cette carte sort de ces paramètres là qui nous sont donnés par la banque, à ce moment-là, on envoie des systèmes d'alerte à la banque et on dit à la banque, attention, là, l'usage, il est différent de ces paramètres que vous nous avez indiqués. C'est intéressant, mais c'est pas le top, parce que c'est statique, c'est figé. Nous, ce que l'on a développé, c'est
le dynamique, c'est-à-dire que chaque individu va être lui-même mesuré par rapport à son comportement moyen et chaque individu a ses propres paramètres. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il sort de ses propres paramètres, on envoie des systèmes d'alerte à la banque qui peut faire le relais au niveau du client. Par exemple, vous avez votre carte Mastercard, vous utilisez votre carte au Maroc constamment, puis un jour vous allez en France et d'habitude vous l'utilisez jamais en France. On va vous envoyer un SMS, est-ce que c'est bien vous qui utilisez votre carte en ce moment, par exemple? On a également des solutions que l'on appelle safety net. Au niveau de notre système, on a ce que l'on appelle une parapluie. C'est un petit peu comme une boule de protection tout à fait mondiale, planétaire, et où ça touche essentiellement les programmes, notamment de cartes prépayées, où lorsque les niveaux de transactions deviennent très très importants, à ce moment-là, on peut bloquer et envoyer des messages à la banque émettrice en disant attention, là il y a un très fort risque parce que vous avez beaucoup de transactions, même si vous les autorisez. Mais on se dit que peut-être vous n'êtes pas au courant, que vous avez peut-être un hacker qui est rentré, vous avez peut-être des choses comme ça, ou alors vous avez quelqu'un même de l'institution lui-même qui va faire de la fraude, parce que ça existe malheureusement, souvent la fraude elle est interne, elle n'est pas spécialement... Souvent, absolument, absolument. Donc voilà, on a ces systèmes-là. Après, effectivement, on a aussi des systèmes de sécurité, ce que l'on appelle la tokenisation, par exemple, où vous allez utiliser le téléphone mobile pour faire des paiements avec une carte derrière, mais on ne voit jamais le numéro de carte. On voit toujours un alias. Un numéro et avec encrypté, et en plus un numéro qui n'a rien à voir avec votre numéro de carte, mais qui représente votre carte. Et avec ce numéro, on ne peut rien faire. Donc même si des fraudeurs réussissent à prendre ce numéro-là, ils ne peuvent rien faire avec, parce que ce n'est pas la carte originale, etc. Il y a des tonnes de solutions, et ensuite, bon, après on peut aller très loin. Par exemple, vous avez des TPE qui, au lieu de mettre un code confidentiel, c'est avec votre empreinte digitale. Donc là, bon, à moins qu'on coupe le doigt, et encore, mais même parce que ça reconnaît le doigt mort, le doigt vivant, bon, etc. Donc, voilà.